Manchester, Angleterre, avril 1945, 9h47. Lotte Schneider se tient à la porte du camp 107, les mains tremblantes alors qu'une officière du corps auxiliaire féminin britannique vérifie son nom sur un presse-papier. À travers le grillage, elle peut voir un autocar qui tourne au ralenti sur l'allée de gravier. Civil, pas militaire. Pas de barreaux aux fenêtres. Pas d'escorte armée visible. L'officière lève les yeux et sourit. « Prête alors, mademoiselle Schneider ?» Manchester était magnifique à cette période de l'année. Le musée devrait être calme un mercredi. Lotte avale difficilement. Il y a 6 mois, elle était opératrice de signaux de la Luftwaffe, interceptant les communications alliées dans un bunker à l'extérieur de Brême. Il y a 3 mois, elle s'était rendue aux forces britanniques, s'attendant à une exécution sommaire, ou pire. Hier, elle avait signé un formulaire en allemand et en anglais, acceptant une visite supervisée de la ville avec 11 autres femmes prisonnières. Pas de menottes spécifiées, pas de chaîne mentionnée, juste une demande polie de revenir avant 17 heures. Elle avait supposé que c'était une erreur administrative. Mademoiselle Schneider. L'officière tend une petite bourse en tissu. Votre allocation, 10 shillings pour la journée, thé, entrée au musée. Peut-être un petit souvenir si vous êtes prudente avec. Lotte prend la bourse. Les pièces à l'intérieur sont réelles. Sterling britannique, tintant doucement les unes contre les autres. Elle pense que cela doit être un test. Elle franchit quand même la porte. Pendant 18 mois, on avait dit à Lotte ce qui attendait les femmes allemandes, capturées entre les mains britanniques. Travail forcé dans les usines de munitions, abus systématiques, famine dans des cellules de pierre, traitement conçu pour briser les corps et les esprits. Die Engländer kennen keine Gnade. Les Anglais ne connaissent aucune miséricorde. La propagande avait été explicite, sans ambiguïté, répétée jusqu'à ce qu'elle devienne vérité. Elle avait cru chaque mot parce qu'elle n'avait aucune raison de ne pas le faire. Tout le monde le croyait. Elle s'était rendue quand même, pas par espoir, mais par la certitude mathématique que tout était mieux que l'avance soviétique de l'Est ou l'effondrement brûlant du Reich. Ce qu'elles attendaient était la cruauté déguisée en civilité britannique. Ce qu'elles ont trouvé était quelque chose pour lequel elles n'avaient aucun cadre pour comprendre. Elles ont trouvé la dignité. 3 semaines plus tôt, camp 107 Cheshire, inspection matinale dans une caserne qui est chauffée, propre et équipée de lits individuels, pas de couchettes, pas de paillasses de paille, mais de vrais lits avec matelas et couvertures en laine. Le capitaine Vera Atkins, auxiliaire féminine, mi-trentaine, allemand courant et le genre de regard stable qui ne rate rien, marche le long de la ligne avec un presse-papier. Elle s'arrête devant Lotte. « Vous étiez aux signaux ?»« Oui. »« Avant la capture ?» Lotte hoche la tête. « Oui, madame. Votre anglais est excellent. Où avez-vous appris ?»« À l'école, madame. Et ma mère était à moitié anglaise avant la guerre. » Atkins prend une note. « Nous organisons des visites supervisées de la ville pour les prisonnières ayant de bons dossiers de conduite. Enrichissement culturel, interaction civile, opportunité de voir la Grande-Bretagne au-delà des barbelés. » Intéressée, Lotte cligne des yeux. « Visite où, madame ? » ?»« Manchester. Musée, boutique, salon de thé. Escorté évidemment, mais sans contrainte. Vous signerez un accord pour revenir le soir. Ensuite, vous êtes libre de vous déplacer dans les zones désignées. » « Libre ? » Le mot sonne comme une langue étrangère. « Pourquoi ?» demande Lotte avant de pouvoir s'arrêter. Atkins ne fronce pas les sourcils. « Parce que vous n'êtes pas des animaux, mademoiselle Schneider. Vous êtes des prisonnières de guerre qui retourneront éventuellement en Allemagne. Nous préférerions que vous reveniez avec des informations précises sur la société britannique, plutôt que les absurdités que Goebbels vous a racontées. » Cette nuit-là, Lotte dans son lit, pas une couchette partagée, pas un sol en pierre, et retourne l'offre dans son esprit comme une pièce en laquelle elle n'a pas confiance. Une visite de ville, sans entrave. C'est impossible. C'est réel. Elle signe le formulaire le lendemain matin. La politique britannique envers les prisonnières de guerre féminines a été codifiée dans une série de directives du bureau de guerre émises entre 1940 et 1944, affinées par l'expérience et enracinées dans une combinaison de conformité à la Convention de Genève et de calculs stratégiques, installations séparées. Les femmes prisonnières étaient détenues dans des camps dédiés avec des gardiennes et du personnel médical féminin. Pas de logement mixte, protocole strict pour l'interaction avec les gardes masculins, accès culturel. Les prisonnières étaient autorisées à faire des visites supervisées aux musées, bibliothèques, concerts et sites historiques.
L'objectif, démontrer la civilisation britannique, tout en recueillant des renseignements par l'observation et la conversation. Confiance progressive, les nouvelles arrivées étaient confinées au camp. Le bon comportement gagnait des privilèges, écriture de lettres, activités récréatives, cours éducatifs, une excellente conduite gagnait des visites en ville, réciprocité. Les femmes britanniques étaient détenues dans des camps allemands. Chaque geste humain envers les prisonnières allemandes était documenté, photographié, signalé à la Croix-Rouge comme levier pour un meilleur traitement des captives britanniques. En avril 1945, plus de 2400 femmes allemandes, infirmières, auxiliaires, spécialistes en communication, personnel administratif étaient détenues dans des camps britanniques. Moins de 40 avaient tenté de s'échapper. La mortalité due au mauvais traitement était zéro. Ce n'était pas du sentimentalisme. C'était une politique appliquée par la bureaucratie et le calcul froid que les prisonnières bien traitées deviennent des ambassadrices d'après-guerre. Lotte ne savait rien de tout cela quand elle est montée dans l'autocar ce mercredi matin. Elle savait juste que personne n'avait enchaîné ses poignets. L'autocar serpente à travers la campagne du Cheshire, qui ne ressemble en rien aux ruines bombardées que Lotte attendait. Champs verts, villages de pierre, moutons paissant paisiblement. Pas de cratères, pas de point de contrôle militaire, pas de signe de la guerre totale qui a dévasté l'Europe. À côté d'elle, Greta Zimmermann, ancienne employée de la Wehrmacht capturée en Hollande, presse son visage contre la vitre. C'est intact. Comment est-ce intact ? La Manche, murmure Freda, une auxiliaire médicale de Munich. Ils ont arrêté la Luftwaffe avant qu'elle ne puisse faire cela. L'implication reste non dite. Nous avons échoué. Et parce que nous avons échoué, ceci a survécu. L'autocar entre à Manchester par des rues animées par la circulation matinale, tramways, camions, civils en file d'attente devant les magasins, femmes poussant des landaux, tout normal, ordinaire, vivant. Le capitaine Atkins se tient à l'avant de l'autocar. « Mesdames, vous aurez 4 heures dans le centre-ville. Le caporal Williams et moi vous accompagnerons, mais nous sommes des guides, pas des gardes. Restez dans le district désigné. C'est marqué sur ces cartes. Revenez à l'autocar à 14 heures cependant. Question ? Une jeune prisonnière, Kate, 19 ans, toujours terrifiée partout, lève la main. Et si quelqu'un nous attaque ? Nous sommes allemandes. Ils ont perdu des fils et des maris. L'expression d'Atkins s'adoucit. Alors vous me le signalez immédiatement, et je m'en occuperai. Mais mademoiselle Klein, je ne pense pas que vous serez attaquée. Les gens ici savent que vous êtes prisonnière. La plupart sont simplement curieux. L'autocar s'arrête devant le musée de Manchester. La porte s'ouvre. Lotte se lève, jambes instables, et marche sur le trottoir britannique comme quelque chose approchant une femme libre. Pas de chaîne, pas de menottes, pas d'escorte armée visible. Juste 12 femmes allemandes sur le point de découvrir à quoi ressemble la liberté dans une ville qui devrait les haïr. Si cette histoire ne va pas où vous l'attendiez, appuyez sur s'abonner. L'histoire vit dans les contradictions. L'entrée du musée est toute en grandeur victorienne. Colonnes de marbre, luminaires en laiton, un plafond voûté qui fait sentir à Lotte qu'elle est incroyablement petite. Une femme en tweed, la conservatrice, Madame Eleanor Patton, dans la soixantaine et formidable, les accueille dans le hall. « Bienvenue, mesdames. Le capitaine Atkins me dit que vous êtes intéressés par notre collection d'histoire naturelle. Lotte attend l'hostilité, le mépris à peine dissimulé, le genre de civilité froide qui est pire que la haine ouverte. Au lieu de cela, Madame Patton fait un geste vers les galeries, avec une chaleur authentique. Nous avons récemment acquis d'excellents spécimens géologiques. L'aile égyptienne vient de rouvrir après avoir été stockée pour la sécurité pendant les raids de bombardement. Elle le dit de façon factuelle. Raids de bombardement, pas vos raids de bombardement, pas les attaques allemandes qui ont détruit nos villes, juste une constatation de fait. Absence de blâme. Lotte suit le groupe dans la première galerie. Fossiles, minéraux, squelettes reconstruits de créatures mortes depuis des millions d'années. Sujet sûr, apolitique. Un jeune garçon, 8 ans, peut-être 9, tire sur le manteau de sa mère et pointe les femmes allemandes. « Maman, pourquoi porte-t-elle ces uniformes ? La mère s'agenouille à côté de lui. Ce sont des prisonnières allemandes, chérie. Elles visitent notre musée aujourd'hui. Pourquoi ne sont-elles pas enchaînées ? Parce qu'elles ne sont pas dangereuses, ma chérie. Ce sont juste des femmes qui étaient des soldats, comme tante Margaret était soldat. La guerre se termine. Nous traitons les gens correctement ici. » Lotte fait semblant de ne pas entendre, mais les mots s'installent quelque part au fond, dans un endroit qu'elle pensait calcifié au-delà des sentiments. À midi,
Le capitaine Atkins les conduit à un salon de thé sur King Street. Nappes blanches, tasses en porcelaine, le genre de normalité civile qui semble théâtrale. « Commandez ce que vous voulez », dit Atkins dans les limites du raisonnable. Les 10 shillings devraient couvrir le thé et un repas léger. Lot s'assoit avec Greta et Freda, étudiant le menu comme s'il était écrit en code. Sandwich, scone, gâteau, de vrais gâteaux, en 1945, dans un pays soi-disant affamé sous le rationnement. La serveuse, mademoiselle Cooper, badge nominatif épinglé à son tablier, s'approche avec un bloc-notes et un sourire qui semble naturel. « Que puis-je vous servir, mesdames ? Du thé, s'il vous plaît ?» Lot parvient à dire. « Et des sandwichs. Parfait. Nous avons du fromage et cornichons ou du spam et tomates. Le spam n'est pas glamour, mais il est frais aujourd'hui. Du fromage, s'il vous plaît. » Mademoiselle Cooper l'écrit. « Vous venez du camp à Cheshire, alors ?» Lot se tend. « Oui, mademoiselle. Ma sœur est gardienne là-bas. Elle dit que vous êtes calme comme des souris d'église, ne causez jamais de problème. Elle se penche en confidence, pas comme les hommes italiens au camp 52. Elle dit qu'ils draguent même un lampadaire s'il reste immobile assez longtemps. Malgré elle, Lot sourit presque. L'humanité désinvolte du commentaire. La normalité de celui-ci est plus désorientante que l'hostilité ne le serait. Le thé arrive. Il est chaud, fort, légèrement amer. Du vrai thé, pas des ersatz. Greta prend une gorgée et ferme les yeux. J'avais oublié le goût de cela. De l'autre côté de la pièce, une femme âgée s'approche de leur table. Elle est petite, vêtue de noir, et Lot se prépare à la confrontation. « Excusez-moi », dit la femme en allemand accentué mais clair. « Je suis Madame Klein. Je suis née à Hambourg. Je suis venue en Angleterre en 1938. Lot fixe. Vous êtes allemande ? Je l'étais. Je suis britannique maintenant, mais je voulais dire. Elle fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Je suis contente que vous soyez traité correctement. Je sais ce qu'on vous a dit sur ce pays. J'espère que vous voyez maintenant que ce n'était pas vrai. Elle hoche poliment la tête et retourne à sa table avant que Lot ne puisse répondre. Freda chuchote. Est-ce que cela vient de se produire ? Je pense que oui, répond Lot, fixant son thé. Après le déjeuner, elle marche. 12 femmes allemandes escortées par 2 officières britanniques à travers le quartier commerçant de Manchester. Pas de chaînes, pas d'armes visibles, juste des femmes se déplaçant dans une ville. Lot s'arrête devant une librairie. La vitrine comprend des romans anglais, des manuels techniques, et incroyablement une édition en langue allemande du Faust de Goethe. Elle pointe. « Puis-je entrer ?» Atkins hoche la tête. « Bien sûr, ne vous éloignez simplement pas. La boutique est petite, exiguë, sentant le papier et la poussière en paix. » Le propriétaire, M. Davies, âgé et à lunettes, lève les yeux de son comptoir. « Je peux vous aider, mademoiselle. Le Goethe dans la vitrine. Puis-je le voir ?» Il le récupère, le lui tend avec précaution. Impression suisse venue par les canaux de la Croix-Rouge. Belle édition. 2 shillings si vous le voulez. Lot ouvre le livre. Le texte allemand la regarde. Familier, réconfortant. Un morceau de chez elle dans un pays qui devrait se sentir comme un territoire ennemi. Je le prends. Elle compte les pièces de sa bourse en tissu. De l'argent britannique donné librement, lui permettant d'acheter de la littérature allemande dans une librairie anglaise en portant un uniforme de la Luftwaffe. L'absurdité brise quelque chose en elle. Elle tend les pièces, prend le livre enveloppé et sort avant que les larmes ne puissent commencer. Atkins la trouve sur le trottoir, épaules secouées. « Mademoiselle Schneider, vous m'avez donné de l'argent pour acheter des livres allemands, dit Lot, voix se cassant. Vous m'avez laissé marcher dans votre ville sans chaîne. Vous me traitez comme si j'étais humaine. Vous êtes humaine, mais nous vous avons bombardé. Nous avons tué vos gens. Mes signaux ont aidé à coordonner des attaques sur les villes britanniques, et vous me donnez du thé et des livres, et elle ne peut pas finir. » Atkins laisse le silence s'installer, puis tranquillement. « Savez-vous à quoi ressemble la vengeance, mademoiselle Schneider ? Elle ressemble à devenir ce contre quoi vous vous battez. La Grande-Bretagne n'est pas entrée en guerre pour devenir des monstres. Nous sommes entrés en guerre pour les arrêter. » Lot essuie ses yeux avec le talon de sa main. « Je ne vous comprends pas, vous les gens. »« Bien, » répond Atkins. « Peut-être que cela signifie que vous vous souviendrez de nous avec précision quand vous rentrerez chez vous. Elles se réunissent à la Galerie d'art de Manchester, un autre édifice victorien, celui-ci abritant des siècles de peinture britannique et européenne. Lot suit le groupe à travers des galeries ornées de Turner, Constable, Rossetti. Greta s'arrête devant une peinture pré-raphaélite.
Proserpine par Dante Gabriel Rossetti. La reine capturée des enfers, tenant une grenade, regardant dehors avec une acceptation résignée. C'est comme ça que je me sens, murmure Greta. Capturée, retenue, mais pas maltraitée, juste retenue dans un endroit qui n'est pas chez moi. Madame Patton, entendant s'approche. Proserpine fut autorisée à rentrer chez elle, pendant une partie de chaque année. Peut-être trouverez-vous la même grâce. C'est la chose la plus gentille que quiconque ait dite à Lot en 3 ans. Laissez un commentaire si votre famille a une histoire sur des prisonniers de guerre traités avec une dignité inattendue. Ces histoires se comptent. Le trajet en autocar de retour au camp 17 est calme. 12 femmes traitent des expériences qui contredisent chaque certitude qu'elles avaient sur le caractère britannique et leur propre destin. Lot serre sa copie de Faust, le tampon de la librairie encore visible sur l'emballage. Preuve. Évidence que cette journée s'est réellement produite. Avons-nous vraiment juste passé 4 heures à marcher librement dans Manchester ? Demande Kate, voix petite. Sans chaîne, sans garde tenant des fusils. Nous avions des escortes, corrige doucement Freda. Qui nous ont acheté du thé, ajoute Greta, qui nous ont laissé parcourir les librairies, qui nous ont traités comme des visiteurs au lieu d'ennemis. Alors qu'elle passe les portes du camp, Lot ressent une douleur inattendue. Pas de soulagement de revenir, mais de la tristesse que la liberté de l'après-midi se termine. Le capitaine Atkins se lève alors que l'autocar s'arrête. « Merci, mesdames. Votre conduite était exemplaire. Les candidatures pour la visite du mois prochain seront affichées vendredi. Lot postulera, tout comme toutes les autres femmes dans cet autocar. Cette nuit-là, dans la caserne, chauffée, propre, humaine, Lot est allongé sur son lit et lit l'ouverture de Faust à la lumière tamisée. Philosophie, étudiée avec beaucoup d'efforts aussi. Elle a étudié la propagande et la haine et la certitude de la cruauté britannique avec beaucoup d'efforts aussi, et a trouvé que tout était mensonge. Au cours des semaines suivantes, les visites en ville continuent. Liverpool, Chester, Birmingham. Chaque excursion suit le même modèle. Liberté supervisée, exposition culturelle, contact civil. Chaque excursion fissure un peu plus la coquille de propagande. Lot travaille dans la bibliothèque du camp, un privilège gagné par bonne conduite. Quand la réalisation la frappe pleinement, s'ils ont menti sur le traitement britannique des prisonnières, sur les chaînes qui n'existent pas, la brutalité qui n'est jamais venue, qu'est-ce qui d'autre était un mensonge ? Qu'en est-il des camps en Pologne, les rumeurs qu'elles avaient toutes rejetées comme propagande alliée ? Qu'en était-il de la guerre elle-même ? Les raisons qu'on leur avait données pour se battre ? Les questions n'ont pas de réponse facile. Peut-être n'en auront-elles jamais, mais les poser est le début de quelque chose. Des années plus tard, des décennies plus tard, dans une lettre au capitaine Atkins, avec qui elle a correspondu jusqu'à la mort d'Atkins en 1987, Lo écrit « Vous ne m'avez pas seulement libéré de chaînes physiques que je n'ai jamais portées. Vous m'avez libéré des chaînes mentales de croire que mes ennemis étaient des monstres. C'était la plus grande libération. C'était ce qui m'a permis de devenir quelqu'un de nouveau. Le rapatriement commence fin 1945. Des trains vers Dau, des navires vers Hambourg, retour vers une Allemagne qui n'existe que comme décombre et traumatisme. Certaines y vont avec empressement, désespérées d'avoir des nouvelles de leur famille. Certaines y vont à contre-cœur, sachant ce qui les attend. Quelques-unes demandent à rester, le gouvernement britannique l'autorise conditionnellement. Les anciennes prisonnières de guerre peuvent demander des permis de travail, la résidence, une éventuelle citoyenneté si elles remplissent les conditions et passent le contrôle de sécurité. Elle demande en janvier 1946. Elle est approuvée en mars. En avril, elle travaille comme traductrice pour la commission de contrôle à Manchester. La ville qu'elle a visitée pour la première fois s'enchaîne. Maintenant, la ville où elle vit comme quelque chose s'approchant d'une femme libre. Elle loue un petit appartement sur King Street, à 3 pâtés de maison du salon de thé où mademoiselle Cooper lui a servi des sandwichs. Elle achète des meubles avec des salaires gagnés. Elle s'inscrit chez un médecin généraliste. Elle s'inscrit à une bibliothèque. Elle devient britannique par étapes, un choix à la fois. En 1948, elle rencontre David Pitton, neveu du conservateur du musée, récemment démobilisé de la RAF, travaillant comme ingénieur. Ils se marient en 1949. Madame Petton officie informellement lors de la petite cérémonie civile, rayonnant de la fierté d'une marieuse. Elle ne retourne jamais en Allemagne de façon permanente, mais chaque année à l'anniversaire de sa première visite en ville, elle descend King Street jusqu'à la librairie où M. Davies lui a vendu un exemplaire de Faust. Il se souvient toujours d'elle. « La fille allemande qui pleurait, dit-il à chaque fois, souriant.
Vous avez toujours ce livre sur mon étagère à la maison. Je ne m'en séparerai jamais. Bien. Certains livres sont faits pour être gardés. Quand les historiens écrivent sur la Seconde Guerre mondiale, ils écrivent sur les bombardements stratégiques et les batailles navales et la vaste machinerie du massacre industriel. Ils écrivent sur des millions de morts et des villes effacées et des empires effondrés. Ils écrivent rarement sur la librairie, mais Lowe a gardé le reçu, celui que M. Davis a rédigé d'une écriture soignée un exemplaire Faust allemand, 2 shillings 18 avril 1945. Il est encadré maintenant accroché dans une maison à Manchester, à côté d'une photographie de 12 femmes allemandes, debout devant le musée de Manchester. Libérées de leur chaîne souriant timidement, ses petits-enfants l'interrogent. Parfois elle leur dit « C'était la première chose que j'ai achetée avec de l'argent que je n'ai pas eu à voler ou à mendier, le premier choix que j'ai fait, comme quelque chose d'autre qu'une prisonnière. » Les Britanniques n'ont pas gagné la guerre avec le thé et les visites de musées. Ils l'ont gagné avec du sang et de la détermination et le sacrifice de millions de personnes qui ont tout donné pour arrêter le fascisme. Mais ils ont gagné la paix, au moins le petit morceau manchestérien de celle-ci, avec quelque chose de plus subtil. Ils l'ont gagné en décidant que la dignité n'était pas une récompense pour la vertu, mais une norme de base pour tous les êtres humains, même les ennemis. Que traiter les femmes allemandes comme des êtres humains dignes de respect ne signifiait pas oublier ce que l'Allemagne avait fait, que l'absence de chaîne était plus puissante que leur présence. Elle s'attendait à des entraves, s'attendait à la brutalité, déguisée en politesse britannique, s'attendait à être exploitée, dégradée et finalement jetée. Au lieu de cela, on lui a remis 10 shillings et on l'a invitée à acheter des livres dans la langue de ses ennemis, à parcourir des musées célébrant la civilisation qu'elle avait essayé de détruire, à boire du thé avec des civils qui avaient toutes les raisons de la haïr. C'était la gentillesse la plus dévastatrice imaginable, être traité comme si vous aviez encore la capacité de rédemption. La vraie force, il s'avère, est la retenue. Dans la civilisation se trouve le choix d'accorder la dignité, quand personne ne vous blâmerait pour la cruauté. Lowe dans une rue de Manchester, debout devant une librairie, tenant Goethe dans ses mains libérées des chaînes. Le livre était réel. L'argent était réel. La liberté provisoire, supervisée, mais réelle était réelle. Elle a parcouru la ville sans chaîne, et la ville contre toute attente l'a accueillie.